Bonjour et bienvenue à votre première édition de janvier 2023 de cette semaine d'Andautré, un retour en force de notre émission hebdomadaire. Dans un premier temps, nous allons parler encore de conseils municipaux. C'était le retour des conseils municipaux pour Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert et Saint-Ignace de Loyola. Donc, quelques extraits de ces conseils municipaux. Nous avons aussi rencontré les gens de Paro Info qui organisent un LAN, un événement vraiment informatique passionnant aux Galeries Joliette en janvier. Nous avons rencontré aussi Sandra Blais de l'association de la pêche sportive communautaire pour le lac Saint-Pierre, ainsi que Charles Millard, qui est le nouveau président du festival. Donc, bonne écoute et à la semaine prochaine. Déclaration du maire. Dans le fond, c'est une déclaration du maire, mais le sujet, c'est le déneigement concernant la tempête du 23 et 24 décembre. Je vais demander à Larry qui explique le pourquoi de la chose, mais c'est qu'on a eu des plaintes concernant le déneigement durant ces deux journées-là. Il faut rappeler que cette période-là, c'était une tempête qui était très attendue de tout le monde. Ça faisait plus d'une semaine et demie qu'on attendait la tempête. Quasiment le Québec a été paralysé en grande partie pendant cette période-là. Puis malgré tout, on a reçu des plaintes pour le déneigement. Donc, de notre côté, on a posé des questions à notre déneigeur. Qu'est-ce qui s'est fait au juste pendant cette période de temps-là pour l'expliquer à notre population le pourquoi de la chose. Donc, Larry. Oui, donc à partir du début de la tempête, on a eu deux camions qui sillonnaient les chemins de Saint-Cuthbert pour le déneigement et l'épandage abrasif. Au milieu de l'après-midi du 23 décembre, il y a eu un autre camion qui a été rajouté. Donc, on était à 3 camions pour sillonner les routes de la municipalité. Puis, ça a été comme ça, non-stop, sans arrêt, jusqu'à midi le lendemain. Donc, c'est des longues heures de travail. Pendant ce temps-là, il y a eu 2 camions qui se sont enlisés eux-mêmes, que ça a pris 1 heure à chacun des camions à les sortir du fossé. Donc, imaginez s'il y a des déneigeurs avec l'équipement, du bon équipement qui s'enlisent. Imaginez là, comme un des mortels avec une voiture régulière. Donc, c'est ça. Puis au total, il y a eu 130 tonnes d'abrasifs qui ont été étendus, qui ont été distribués sur les routes. Donc, le but de ce résumé-là des opérations, c'est pour expliquer que malgré la perception de certains, les opérations de déneigement ont été bien faites, puis ont été faites au mieux qu'on pouvait. Puis c'était à peu près pas possible d'en faire plus. Même si on regardait dans d'autres municipalités ou d'autres villes, à bien des endroits, c'était bien moins bien déneigé qu'ici. Alors donc, c'est sûr que les demandes de dédommagement ont pas leur place parce qu'il faudrait qu'on ait eu un vice d'entretien, un vice dans nos opérations de déneigement, ce qui était nettement pas le cas. À plusieurs reprises, pendant la nuit du 23 au 24, les déneigeurs ont songé à arrêter de travailler, à arrêter d'opérer leur machinerie pour des questions de santé et sécurité. Là, c'était leur intégrité physique qui était en jeu. Donc, c'est ça, c'est l'essentiel des opérations. Puis les déneigeurs même ont sorti, je pense, 7 personnes qui ont fait des embardés. Donc, on a reçu une demande de réclamation pour du remorquage. Donc, désolé, mais à cette personne-là, on ne donnera pas suite à cette demande-là. C'est beau? Voilà. Hommage aux anciens élus. Disons que c'est vrai qu'on est 1 an plus tard, puis on a déjà fait un petit hommage à Yvon Tranche-Montagne. On profite de l'occasion parce que notre ancien maire est là, Bruno Vavenet. Donc, on profite de l'occasion pour faire un hommage à nos anciens élus. Bruno en fait partie. Donc, Bruno s'est retiré de la vie politique aux dernières élections, soit en 2021. Il a été conseiller municipal de 89 à 2005. Si j'oublie quelque chose ou c'est pas correct, tu me le dis.
Élu maire en 2005 jusqu'en 2021, aux dernières élections. Au cours de ces années, il a supporté avec brio beaucoup de dossiers, concrétisé de bon nombre de projets en collaboration avec les élus de chaque table de conseil présente. Donc, je vais essayer de faire une petite énumération de quelques sujets. Je suis pas mal sûr que je vais en oublier, mais quand même. Disons qu'en 2019-20, il y a eu l'aménagement des sentiers pédestres et l'aire de repos au bord de la rivière Chico. À la même époque, l'ajout des jeux d'eau et modules avec l'acquisition qu'on a faite des terrains de la commission scolaire. Participation active à l'initiative d'aménagement du jardin de permaculture. Suite à ça, on avait fait une subvention. On a eu l'obtention d'une subvention de 163 000 auprès du ministère de l'Environnement. Élaboration d'un projet visant à la construction d'un toit. Disons que c'est un gros bébé pour Bruno. Disons que ce projet-là a dû être abandonné par le présent conseil parce que les coûts, la hausse des coûts exorbitante a fait qu'on n'avait pas le choix d'aller sous cet angle-là. Implication active dans de nombreux événements, dont concours de bûcheron, rendez-vous au cœur du village, rendez-vous familial, randonnée loup-garou, j'en passe sûrement, mais au courant de ces 30 années-là, il a dû se passer d'autres choses certaines. Identification officielle de nos 2 chalets, le chalet Mario Drainville et le pavillon Richard Lauzon. Les fêtes du 250e qui sont un gros événement à Saint-Cuthbert, la réalisation de la place du 250e à Saint-Cuthbert. Aussi, Bruno, il faut le souligner, les bourses d'études, parmi nos budgets, c'est lui qui a soulevé ça et qui a voulu apporter ça pour les jeunes de Saint-Cuthbert. La réalisation de projets d'embellissement au cœur villageois, l'obtention d'un 4e fleuron, la nomination de Saint-Cuthbert pour les finalistes au prix des Jardins de la culture de la Naudière en 2018. La municipalité de Saint-Cuthbert a été classée première dans la catégorie des municipalités de 2000 habitants et moins pour l'accessibilité aux édifices des lieux publics pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Donc, une autre chose. Organisation d'un événement visant à l'accueil des nouveaux résidents. Organisation annuelle de soirée, de notre soirée des bénévoles en décembre. La refonte du site Internet de la municipalité. L'installation de panneaux numériques à l'entrée du village. Bruno aussi, en tant que maire, il a participé à la MRC. Il était comme membre du comité administratif de 2010 à 2019. Participé sous le comité de sécurité publique, comité d'investissement commun, comité de développement local, puis comité culturel, dont il a été président de 2014 à 2017. Donc, chapeau Bruno. Et puis, au nom du conseil municipal, au nom de mon équipe, en mon nom personnel, merci pour toutes ces réalisations que tu as faites pour toute la communauté, de ton implication. Et merci d'avoir laissé aussi une municipalité en santé financière, mais en bonne santé en général pour notre communauté. Donc, merci Bruno pour tout ça. Nathalie? Oui, puis en cette occasion, on remet une plaque à Bruno. Bruno Vanet, pour ton implication à titre de conseiller municipal à la municipalité de Saint-Cuthbert de 89 à 2005, maire de la municipalité de Saint-Cuthbert de 2005 à 2021. Merci beaucoup. Donc. Merci, Richard. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Bravo et merci. Merci à tout le monde. Merci à mon directeur général, l'adjointe, tout le conseil qui est là. Merci à vous autres de vous impliquer. C'est important. On n'a jamais eu de misère à trouver des remplaçants, des gens qui voulaient s'impliquer. C'était correct. Fait que, je suis bien content des réalisations qu'on a faites. Merci à ma conjointe de m'avoir laissé partir pendant 32 ans, là, tous les lundis soirs du conseil municipal, pour le conseil. Fait que, merci à vous autres, puis bonne continuité. Merci. Merci, Bruno. Merci.
J'aimerais remercier Mme Messier, parce que vous savez que Mme Messier, c'est sa dernière assemblée avec le conseil ce soir. Parce qu'au mois de mars, elle ne sera pas là. Février, excusez-moi, oui, février, elle ne sera pas là. Donc, je voudrais la remercier pour le bon travail qu'elle a fait pendant toutes ces années. Puis aussi, le fait que moi, c'était un plaisir de travailler avec une personne aussi compétente, puis aussi assidue à son travail. Madame Messier, c'est une personne qui est à l'heure, qui suit des projets, puis tout ce que... En tout cas, pour moi, c'était une révélation depuis 2009. C'était une révélation pour moi. Puis je souhaite beaucoup de succès dans son nouveau défi qu'elle va aller relever dans une autre municipalité. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Messier. 15. Engagement d'un directeur général. C'est... Comment? Okay. C'est, en conséquence, il est proposé, et résolu d'engager M. Guy Ménard à titre de directeur général de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Il est également résolu d'autoriser le maire et M. Christian Valois, un suppléant, à signer le contrat de travail du nouveau directeur général pour une durée déterminée de 3 ans. Vous savez que Mme Messier a part, excusez. Et là, on engage un directeur général qui devrait commencer, je pense, lundi prochain. Il va travailler pendant 2 semaines avec Mme Messier, mais après ça, ben, il va de ses propres ailes. Ça prendrait comme modèle M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Petit moment de réflexion, je calcule que ça fait 1 an, on a bouclé la boucle. C'est pas ma date, c'est pas la date d'élection, c'est plutôt la date du budget, d'un budget à l'autre. Donc ce soir, nous vous présentons le travail acharné. Donc on va vous présenter le budget et le plan triennal. Et tantôt, ben, il y aura peut-être plus d'explications qui suivront. Alors, pour commencer, ben, adoption de l'ordre du jour. Alors, je demande à Mme Fontaine, s'il vous plaît. Considérant les dispositions de l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes et la vie publique diffusée en date du 5 décembre 2022 à l'égard de la tenue de la séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, alors je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en avais le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. En D1, adoption du budget pour l'exercice financier 2023. Je demandais à M. Lahaye d'en faire la description de la lecture, s'il vous plaît. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 tel que décrit ci-dessous. Donc, le budget 2023, au niveau des revenus, la taxe foncière générale est de 4 377 122. Service de la dette, 836 135. L'assainissement des eaux, 342 554. Sécurité d'incendie, 349 848. Tarification pour les services municipaux, 1 712 995. Centre d'urgence, 911 25 500. Paiement en lieu de taxes, 305 730. Transfert, 264 528. Services rendus aux organismes municipaux, 415 025. Autres services rendus, 566 755. Imposition des droits, 336 000 amende et pénalités, 31 000. Intérêt, 100 100. Pour un total de revenus de 9 683 292. 663. 663, oui. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des charges, maintenant, administration générale, 1 533 423.
Sécurité publique, 980 326. Transport, 2 301 004. Hygiène du milieu, 2 282 236. Santé et bien-être, logement social, 26 211. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, 231 635. Loisirs et culture, 1 542 467. Frais de financement, intérêt, 240 490 pour un total de 9 137 792. Maintenant, au niveau de la conciliation des fins fiscales, remboursement de la dette capitale, 739 500. Affectation réserve disposition des bouts, 260 000. Affectation excédent de fonctionnement non affecté, 474 000 pour un total de 525 500. Donc, le budget de l'exercice financier 2023 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 9 663 292. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. Jean-François Frenière. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Précision, parce que je pense que c'est important de le dire. Le budget, donc, ce qu'on a budgété cette année, l'impact sur une maison moyenne de 193 151 et de 6,56 donc sur la taxe, donc l'augmentation de taxe est de 6,56 %. Donc, vous en aurez peut-être, tantôt on donnera plus de détails pour ça. Maintenant, en D2, adoption du programme triennal 2023, 2024, 2025, M. Lahaye. Donc, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les services, les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, tel que détaillé à l'annexe 6 juin. Je les explique avant, madame. Peut-être appuyer ouais. la résolution. OK. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Fabien, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Donc, pour en faire, disons, un portrait global, alors pour l'année 2023, il y a donc un total de 2 243 527. En partie, la réfection majeure de la rue Saint-Viateur, d'un coût approximatif de 2 031 250 prévu pour 2023. Donc. Subvention potentielle de la TEC, montant à financer à définir, et le type de financement sera un règlement d'emprunt. Deuxième point, donc l'hôtel de ville, réaménagement de la salle de conférence et de la salle du conseil, ainsi que l'ajout de 2 bureaux administratifs. Alors, un coût approximatif de 212 277 donc pour l'année 2023 toujours. La subvention potentielle, donc le pré-ABAM, ce qu'on appelle, la difficulté peut-être à l'expliquer, là. Donc, c'est d'un montant de 167 277 $. Nous devrons financer 45 000 $ et ce sera pris dans l'excédent non affecté. Pour 2024, augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Donc, on prévoit un coût approximatif de 15 millions $ pour 2024. Le montant à financer, c'est à définir, ce sera par règlement d'emprunt. Et pour 2025, réfection majeure de la rue Pierre de l'Estage au coût approximatif de 5 145 688. Donc, montant financier à définir et le type de financement à règlement d'emprunt. Alors, pour un grand total, pour le plan triennal, de 22 389 215 $. Alors maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour comprendre bien, mettons le 6 % par rapport à la maison moyenne. Oui. Par rapport, ça inclut toutes les taxes? Oui, les taxes foncières, d'eau. Tantôt, j'expliquerai plus là, en détail. Donc, il y a une certaine baisse au niveau des taxes de service. Puis, il y a une augmentation du taux foncier.
Donc, si on englobe le tout, c'est 6,56 pour une maison moyenne, donc qui est établie à 193 151 $. Parce que le taux de la taxe, juste la taxe foncière, par rapport à la hausse d'évaluation, la valeur des maisons a monté. J'imagine la taxe a baissé. Mais en tout cas, peu importe, ça fait 6 % au total. Oui, le dépôt de rôle, oui, les maisons ont augmenté, mais le rôle n'a pas été fait. C'est 2024. Donc, c'est en 2024 qu'on verra, puis qu'il y aura probablement un ajustement. Il faut s'attendre peut-être à ce que dans la prochaine année, le taux si on regarde un petit peu alentour ce qui s'est fait, ben ça tourne, on est dans la moyenne, 6,56. Il y en a des plus élevés, des plus bas. Il y en a qui ont augmenté le taxe de service, qui ont baissé, disons qu'ils sont plus faibles au niveau du pourcentage de la taxe foncière. Mais dans l'ensemble, si on prend tout, pour nous autres, 6,56, ça représente quand même, je crois, un taux raisonnable dans le contexte actuel. Autre question? Merci. On est maintenant rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux propose, c'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Donc, à 19h40, je lève l'Assemblée, annonce la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Madame? Oui, je veux savoir, j'ai vu sur votre Facebook que vous avez des artistes en herbe qui ont fait de ça. Je vais passer la parole à M. Buren, c'est lui qui a vu ça là. Monsieur, oui? Puis, je m'occupe pas de... On sait qu'on... savoir, mais c'est vous autres qui avez fait le nettoyage, parce qu'on a passé, puis il n'y a plus rien, là. J'avais vu que vous cherchiez... C'est une bonne question. C'est nous qui avons fait, oui, c'est nos employés qui ont remédié à la situation. Il y avait fait des panneaux, il y avait des panneaux outils aussi, il y avait des... Marilyn est au courant, oui. Oui, il y avait des panneaux routiers jusqu'à Sainte-Élisabeth. Ils ont tous fait des graffitis. Des graffitis, tout ça, ok, c'est ça. Une question, vous avez fait ça quand même rapidement, entre le moment. Ben, surtout pour la sécurité routière. Oui, c'est ça. Puis l'autre question, c'est-tu quelque chose c'est la première fois que ça arrivait? Ben, on a eu du vandalisme, je te dirais, je pense en novembre à l'église. Ok, moi je l'ai vu. À l'église, ça a été réparé aussi. c'est pas quelque chose de... Non, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, on ne peut pas dire que c'est fréquent. Ok, c'est juste parce qu'on a resté surtout. C'est pas fréquent, mais on espère qu'ils puissent s'acheter des toiles pour faire ça chez nous. C'est une initiative qui a commencé, comme Jean le disait, il y a environ 2 ans, parce que j'avais 5 ans auparavant fondé le collectif citoyen Debout pour l'école, parce qu'en prenant ma retraite après 50 quelques années dans l'éducation, je trouvais que je ne pouvais pas me croiser les bras, ça allait trop mal, qu'il fallait faire quelque chose, il fallait que les gens se mobilisent. J'ai lancé un article dans Le Devoir et ça a répondu de façon massive et enthousiaste. Et donc, on a fondé le collectif, puis on a fait plein de tâches, dont la production de ce livre, que je vous invite à lire. Une autre école est possible et nécessaire. Et puis, après donc 5 ans, on s'est dit, du côté des pouvoirs politiques, ça ne bouge pas. Ça ne règle aucun des problèmes qui sont sur la place publique. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose comme citoyens et citoyennes. Et donc, on a proposé à 3 autres groupes citoyens, l'École Ensemble, le Mémo, Je protège mon école publique, et nous-mêmes, de se mettre ensemble puis de joindre nos efforts pour lancer cette idée de forum citoyen Parlons Éducation. On veut que toute la population de 14 à 102 ans, ou 105, ça dépend, puisse venir parler d'éducation, dire comment ils vivent ça, quels sont les problèmes qu'ils vivent, mais quelles sont les solutions et quelles sont les initiatives positives, parce qu'il y en a beaucoup qui se font autant dans les services de garde qu'en éducation professionnelle, pour parler de tous les secteurs. Alors, les problèmes, on les connaît pas mal. Ils sont même plutôt sur la place publique. Problème de pénurie d'enseignants, problème de surcharge de travail de tous les personnels scolaires, des employés de soutien jusqu'à la direction, en passant par tous les autres corps de métier, ou professionnels si vous voulez. Et puis, ces problèmes-là sont là. Vétusté des écoles, on en entend parler, Dieu merci, souvent. Et autre problème dont on parle moins, cependant, c'est à quoi sert l'école? Quel est le sens de l'école? Pourquoi les enfants sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans?
Pour réussir, réussir quoi? À faire de l'argent? Réussir à écraser le voisin? Non. Pour se développer, pour être heureux, pour apprendre à vivre en société et être capable, par les connaissances acquises par l'école et les compétences et les savoir-faire, être capable de comprendre le monde dans lequel ils sont et de vouloir le transformer autant que possible pour le meilleur de tout le monde. Alors, les problèmes sont là. Les solutions, tous les organismes qui travaillent au quotidien dans le monde de l'éducation, y compris ceux qui sont à l'extérieur, qu'on peut être juriste ou qu'on peut être journaliste ou qu'on peut être peu importe quoi, on est des citoyens et des citoyennes et l'éducation, c'est le cœur d'une société. Donc, que l'éducation se porte bien, que les enfants apprennent à l'école, se développent à l'école, que les travailleurs et les travailleuses de l'éducation soient respectés et puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, c'est essentiel. Alors, on a mis 5 comités sur pied. Le comité responsable des débats, alors c'est une douzaine de personnes qui ont travaillé à produire le document de participation, qui est celui-là, avec l'aide d'une autre dizaine de personnes, de membres de comités de soutien. Et notre travail à ces 2 comités-là, ça va être d'animer les forums citoyens dans les 19 forums et de prendre des notes et de voir ensuite à rédiger un rapport. Ensuite, il y a le comité d'organisation stratégique piloté par Jean Trudel qui vise à organiser, mais pas juste techniquement, mais stratégiquement, penser l'ensemble de l'opération et être en lien avec les comités régionaux des forums. Et puis, il y a le comité des communications piloté de main de maître par Madame Gaëlle Poirier qui est là derrière, bravo Gaëlle. Et puis, il y a le comité jeunesse, et c'est Suisse, 10-12 personnes. Vous avez le nom de tous les membres des comités dans le document qui s'appelle, où est-il, le document qui s'appelle membres des comités. Et alors, donc, ça fait pas mal de monde qui, de façon tout à fait bénévole et militante, depuis 2 ans, mettent leurs efforts pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que la population soit présente dans les forums citoyens. Une chose importante à dire, l'opération Forum citoyen est une opération indépendante de tout autre organisme que les gens qui y travaillent individuellement de façon solidaire et militante. Donc, des partis politiques, des syndicats, des organisations populaires, des centres de recherche, on a une indépendance absolue et on y tient. Il y a aussi à dire que on n'est pas neutre. On a une vision de l'école, une vision émancipatrice pour l'émancipation individuelle et collective, et c'est à ça que devrait servir l'école. Et pour ça, il faut que les enfants qui fréquentent l'école développent un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qui vont leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils sont pour le changer, je me répète. Alors, j'ai le plaisir d'inviter toute la population à venir au forum. Ça sera 1 journée et demie, le vendredi soir et le samedi, et on pourra avoir toutes les informations bientôt sur le site. Je suis en compagnie de Sandra Blais. Bonjour Sandra, tu es la directrice générale. Ça s'appelle l'Aire phonique communautaire de Saint-Pierre. C'est bien ça? Du lac Saint-Pierre. Du lac Saint-Pierre. Ça, dans le fond, tu me dis que c'est vous autres qui faites la gestion des permis de pêche sportive, dans le fond, pour le lac Saint-Pierre ici. C'est un petit peu ça l'organisme, là. Nous, on fait la gestion de pêche sportive. On a un OSBL. OK. Et dans le fond, vous avez été mandaté par le gouvernement pour faire la gestion, justement, des permis de pêche et tout pour la région ici. C'est bien ça? Si je résume un petit peu rapidement, là. Oui. Dans le fond, nous, on a un bail avec le ministère pour faire la gestion de la pêche sportive. OK. Et dans vos mandats, dans vos choses que vous avez faites, vous faites de la formation aussi, vous essayez d'inciter les gens à profiter de ce loisir-là, qui est très intéressant. Puis, tu me parlais qu'il y avait quelques milliers, avec un S, on n'a pas le chiffre exact, de personnes qui viennent pêcher ici dans le coin. Donc, c'est un apport économique important, tant pour les pourvoiries, on pourrait dire pour toute la région. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est une belle activité, la pêche sportive. Et là, on parle toujours de la pêche sportive en hiver. Là, je sais que justement, on parle de Roger Gladu de la pourvoirie. Il a commencé à pouvoir aller pêcher dans le fleuve cette semaine. Non? À pied, oui. À pied, là, c'est pas évident là, avec la température, mais vous êtes impliqués dans ça, dans le sens que vous les accompagnez, les pourvoiries, vous accompagnez les gens pour pouvoir faire la promotion de la pêche. Oui, nous, l'hiver, notre mandat, on essaie de faire beaucoup de promotions pour la pêche sportive. Nous, on essaie d'aider les centres de pêche à acquérir plus de clientèle, la nouvelle relève, par des cliniques éducatives. OK.
C'est ça. La relève, ça se porte bien, c'est justement. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent par être initiés à la pêche puis qui trouvent ça le fun, là. Oui, cette année, dans le fond, on fait beaucoup de cliniques éducatives avec l'Académie de pêche en collaboration avec eux. Ça va se passer toutes les fins de semaine dans chacun des centres de pêche tout le long de l'hiver. C'est pas des centres de pêche, moi je parle de Gladue, mais ça va aussi dans le bout de Saint-Barthélemy, là, parce que tu couvres une grosse Jusqu'à Yamaska, il y en a aussi jusqu'à Baie-du-Fèvre, un peu partout on se déplace vraiment. Ah oui, vraiment, c'est vraiment intéressant. Et c'est un beau loisir. Tu sais, on parle de pêche sportive parce que c'est un sport, là, oui, parce que dépendant des types de pêche que tu fais, mais c'est pas une compétition olympique, là, on s'entend, là. Non, il faut passer vraiment du temps en plein air. C'est une belle famille, tu sais, souvent c'est associé, tu sais, aux cabanes de pêche ici dans le coin, c'est beaucoup associé à ça, et aux brimbales et aux activités familiales et tout. Puis dans ces académies-là, dans ces formations-là, vous leur expliquez comment installer ta canne, avoir tes hameçons, de quelle façon, tu prends-tu des verres, tu prends-tu des... Il y a différents règlements maintenant, hein? Tu peux plus utiliser des poissons frais, je pense. Non, c'est des poissons pas morts. Lui, dans le fond, il y a vraiment une formation aussi qui donne les permis de pêche en herbe. Les formations, dans le fond, sont structurées. Fait qu'il va parler des réglementations, quelle espèce de poisson qu'on peut pêcher, les techniques de pêche. Puis il fait aussi pratiquer les enfants pour les bonnes techniques de pêche. C'est ça. Et c'est important, toutes ces choses-là, parce que ça te permet de pérenniser aussi les espèces. C'est ça que je comprends, là. Tu sais, si quelle grosseur du poisson, quand tu en prends un petit mené comme ça, faut que tu le retournes, parce que si tu ne l'as pas trop magané, j'imagine. Oui, il y a des différentes grandeurs, des choses comme ça. Oui, sur la réglementation, il y a différents poissons qui ont des réglementations sur la longueur. Il y a d'autres poissons qu'on n'a pas le droit de pêcher. La perche chaude, entre autres, qu'est-ce que tu me disais, entre autres, là, si on parle de la perche chaude et tout ça. Et un poisson qui m'a impressionné dans les documents que tu m'as apportés, puis tout ça, ça s'appelle la lotte. As-tu vu? Je suis pas une fille des îles, je l'assume, les gens le savent. Je suis une fille qui reste aux îles, mais qui n'est pas nécessairement une fille des îles. Et on entendait parler de perche chaude, de brochet, de choses comme ça. Mais la lotte, c'est un poisson qui existe vraiment dans notre coin ici. C'est un très bon poisson. Oui, c'est un poisson, dans le fond, qui existe au lac Saint-Pierre, qui est un peu... il est méconnu des pêcheurs, mais qui gagne à être découvert. Il y en a quand même beaucoup. C'est un poisson qui est bon à la consommation, que les gens ne connaissent pas. Sur notre site Internet, on va mettre des recettes. Oui, comment c'est ça, faire la lotte. Oui, c'est ça. Et tu vas avoir des ateliers sur ça aussi, hein, plus spécifiques à cette date-là. Tu en as un qui sont au mois de février, c'est ça? Vous allez parler un tournoi de lotte, c'est ça que je comprends? Oui, il va y avoir un tournoi de lotte. On va faire aussi, on fait un tournage avec leur juste ce lundi sur une émission aussi sur la lotte. Ah, ben c'est très, très bien. Puis, il va y avoir des dégustations en février-mars aussi de ce poisson-là, comment les préparer, que c'est intéressant. Donc, les ateliers commencent en fin de semaine, justement, au lac Saint-Pierre, chez Gladue, comme on dit. Ça va être au domaine lac Saint-Pierre à Louisville. Ah, excusez-moi. Domaine lac Saint-Pierre à Louisville. Donc, ça va se promener dans la région tout au long de l'hiver, seulement qu'allez voir sur le site Internet de votre site où ça se déroule et tout ça. C'est des activités complètement gratuites? Oui, il faut payer dans le fond le passage dans le fond au centre de pêche, mais l'activité est totalement gratuite. Et tu me disais que vous avez réussi aussi à avoir des permis de pêche gratuits pour ces journées-là. Là. Oui. C'est-tu des permis qui s'étendent à tout le monde ou c'est seulement ceux qui vont faire les ateliers? C'est des permis dans le fond. Dans le fond, c'est le permis pêche provincial qui est gratuit. On n'a pas besoin pendant toutes les fins de semaine, dans le fond, à partir du 14 jusqu'au 5 mars. OK. Fait que, dans le fond, il n'y a aucun permis qui est nécessaire pour le permis de pêche provincial, mais dans la semaine, ça le prend. OK. Vraiment les fins de seulement semaine. les fins de semaine. Oui. Et ça, c'est seulement pour le territoire que vous couvrez. Oui, au lac Saint-Pierre. C'est ça qu'on ne va pas pêcher à Repentigny avec ce pêcher-là. Il faut vraiment que tu aies ton permis pour pouvoir aller pêcher. Oui. Fait que c'est une belle promotion, dans le fond, que le ministère nous donne vraiment pour favoriser la pêche du bar. Je sais que vous êtes associé avec plein de choses et là, vous allez faire une enquête aussi. Hein? Oui. Tu veux me parler de ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, dans le fond, nous, on fait une enquête. On a commencé cet été à faire une enquête de pêche avec le ministère. Une enquête de pêche, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est des employés qui sont dédiés à faire des entrevues de pêche avec des pêcheurs. Pour savoir, dans le fond, le but, c'est de connaître les préférences des pêcheurs. C'est de savoir un peu c'est quoi la pression de pêche,
de savoir c'est quoi les taux de remise à l'eau. Il y a plusieurs choses, dans le fond, qu'on détecte. Est-ce que ça détermine aussi le nombre de fois que les pêcheurs y vont? C'est quoi leur fréquence? C'est quoi leurs besoins? Oui, c'est ça. Dans le fond, la personne avec qui on va faire le biologiste, ben lui, il a tout vraiment... Tout est détaillé, puis lui, c'est ça, il regarde... Puis c'est le but, c'est ça, c'est connaître plus le profil d'un pêcheur ici dans la région? Mais c'est les tendances, dans le fond, pour savoir tout le lac Saint-Pierre, comment il se comporte aussi. Est-ce que c'est reconnu, je pense, hein? Le lac Saint-Pierre est un bel endroit de pêche, hein? Ça vient quand même de loin, ça vient quand même de plusieurs régions des pêcher ici, parce qu'on a un bel étendu. Puis, oui, nous, les pêcheurs, ça vient de partout, pas juste des alentours, ça peut venir de Montréal, d'un peu partout. C'est intéressant, tout ça. Donc, on va vous féliciter, je trouve que c'est pas mal intéressant. Et tu me disais de commencer à avoir des associations, à vous impliquer plus avec justement les ZIP, avec toutes les autres communautés de pêcheurs, vraiment pour pérenniser ce sport-là, je pense, qui devienne, comment on pourrait dire, avec les tendances aujourd'hui, je te dirais, un sport qui est zen, un sport qui est calme, qui te permet de te ressourcer, puis qui n'est pas trop dispendieux non plus. Oui, non, c'est bien abordable, puis on essaie vraiment de recruter la relève pour avoir... Est-ce que ça va bien sur ça, les jeunes aiment ça? Oui, ça l'embarque dans une clinique éducative comme ça qu'il va avoir, là. Oui. Puis après ça, quand je sais que vous preniez des écoles aussi, tu avais fait avec l'Académie de pêche, là après ça, tu vois l'engouement que les parents, les enfants embarquent les parents à aller pêcher la semaine après ou... Quand on a fait une activité de pêche en herbe un été, on a vu, on était à un restaurant après, puis on a vu des enfants passer avec les cannes, puis s'en aller repêcher tout ça. OK, que c'est le fun, autrement dit, là, c'est un sport pas trop dispendieux, qui se fait très bien, qui se fait de n'importe quelle façon, dans le sens sur le bord de l'eau et tout. Puis... Sur l'été, c'est sûr, c'est encore plus facile l'été, vu qu'on peut juste pêcher sur le bord de l'eau à pêcher avec. Ah, c'est ça. Bon, ben je te remercie beaucoup, Sandra, puis tu reviendras nous voir pour parler d'autres activités. Parfait, ben merci. Merci. Je suis en compagnie de Kevin et Jean-François de Paro Info, ça c'était Joliette, c'est bien ça? Oui. Mais vous êtes des gamers, je pense, déjà en partant. Oui, à la base, puis tout ça, vous êtes une compagnie informatique et vous allez offrir, on pourrait dire, une expérience spéciale au Galerie Joliette au mois de janvier. Il y en a-tu un des deux qui veut me parler un petit peu de quoi s'attendre? Parce que là, on va aller magasiner. Moi, je suis plus la madame qui va se promener, qui va regarder ça. Mais jouer 24 heures aux jeux vidéo, c'est rendu un sport. Il y a même des Olympiques de ça. On appelle ça le e-sport, oui. Ouais. Oui, mais c'est un regroupement amical qu'on fait. C'est vraiment, on regroupe les streamers, qui est la nouvelle télé-réalité d'aujourd'hui. Donc, tout le monde qui joue en réseau. Les gens en réseau, puis les vedettes de l'Internet, ce qu'on appelle les streamers, les YouTubers. OK. Eux autres vont être présents avec nous pour aider la cause, pour venir faire du contenu. Venir nous montrer un peu qu'est-ce qui se passe avec eux. Il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à des streamers, à des YouTubers. Puis là, tu vas expliquer qu'est-ce qu'ils font, ces streamers-là, dans le sens qu'ils présentent leur jeu, ils montrent c'est quoi les trucs, comment ça fonctionne? Eux sont là pour vraiment divertir la foule, et sur l'Internet, et sur place. Okay. Ils vont servir de l'événement pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, en vrai. Okay. Puis ils vont se servir de l'événement pour mousser la levée de fonds qu'on fait. Parce que effectivement, on fait une levée de fonds. Okay. Donc, tous les fonds ramassés s'en vont au Répit de Gaby et à la Société de l'Alzheimer de c'est Nadia. très bien, félicitations. Ouais. Donc, gros événement. On va avoir compétition sur place, on va avoir musique, DJ, animation, simulateur de course. Pendant 24 heures. Là. Pendant 24 heures. Nourriture. Ben, la nourriture va être là pendant un bon bout de temps, mais pas 24 heures. Puis évidemment, on va avoir plein de monde de Paro Info, dont nous deux. Et là, ça veut dire que le streamer, lui, va faire de l'animation. C'est ça. Dans sa job normale, c'est parce qu'il parle d'événements comme ça. Moi, je veux juste comprendre. C'est peut-être une nouvelle réalité où je comprends des YouTubers. Lui, il est payé par YouTube, par Twitch, qui est deux plateformes où il va justement montrer son contenu. Le contenu, ça peut être vraiment divers. Ça peut être un jeu vidéo, ça peut être, il est passionné de véhicules, il peut être passionné de simulation, il peut faire des hot tubs. On va faire de la musique, il va avoir tout le temps aussi de la bouffe. On a l'amour streamer, la team stream Paro. On a Steelers qui est quand même très connu au niveau des jeunes dans la Nadière, puis il vient de Joliette, en partant. C'est ça. Fait que lui, il va parler d'Hot Wheels, il va parler de la vie de tous les jours, ses passions. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça, puis ça, c'est comme écouter la télé, mais version Internet. OK, je comprends très bien. Puis lui, il va recueillir ce qu'on appelle une crowd, une communauté grande qui le suit. Fait que là, le fait de dire, hey, lui, il est à Joliette, aux galeries. Donc, vous venez le rencontrer. Ils vont venir rencontrer pour le voir en personne. On a Gurki qui est le même principe. Lui, c'est monsieur, je teste la cuisine. Okay. Les affaires farfelues.
OK, lui, il fait. Et moi, question au niveau des jeux vidéo. Moi, ça m'impressionne. Parce que je regarde mon petit-fils, j'assume que des fois, je vais chez ma fille, puis à un moment donné, en bas, on entend jaser, puis ça se parle entre eux autres, puis tout ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les jeux que vous allez offrir? Puis y a-tu comme des cours? Mettons, par exemple, je me présente à aller pouvoir essayer, voir comment on joue à ce jeu-là, ou je vais être vraiment l'arriéré en arrière, en train de me regarder, puis on va dire, gars, ma tante, le tasse-toi, là. En fait, c'est pas tout à fait ça. Un LAN, c'est que le monde va emporter leur propre ordinateur, déjà en partant. Donc, ils vont jouer à leur jeu qu'ils ont déjà acheté, puis souvent, ils vont emmener des amis. Fait que ton petit-fils peut emmener tous ses amis, puis il va pouvoir jouer aux jeux qu'ils veulent. Nous, de côté, on va organiser des championnats de quelques jeux. Mais vous fournissez l'infrastructure, là, parce que tu amènes mon ordinateur, il va falloir que je le branche quelque part, pour avoir un réseau. Réseau et électricité. Électricité, évidemment, parce que... Oui, c'est recommandé, oui. C'est recommandé, en tout cas, ils disent, d'emmener la génératrice à l'intérieur, il ne faut pas faire ça. OK. Donc... Là, j'amène ma machine. Tu amènes ta machine, tu t'installes, tu joues à tes jeux avec tes amis pendant 24 heures. Mais là-dessus, ce qui est fun, c'est que tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes. Des fois, il y a certaines personnes qui jouent depuis des années avec les mêmes personnes en ligne. Ils se sont jamais vus. Donc, ils vont se voir pour la première fois, ce qui va emmener à... Bon, ben, ils vont aller se promener dans les kiosques, ils vont aller se promener dans les galeries, ils vont aller essayer nos simulateurs. Le but, c'est de les faire bouger un peu, de les faire socialiser. Oui, d'accord. Et tout ça, au bout de l'année, tu ramasses des fonds. Il y a une compétition amicale. Là. Tu me dis, on s'en va pas aux Olympiques, là, on s'essaye pour le fun, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Y a-tu des jeux en particulier que vous allez offrir? Oui, on a 3 jeux principaux. On a Rocket League, on a Valorant, et on a League of Legends. Peux-tu m'expliquer ça fait quoi dans la vie, ces 3 jeux-là? Rocket League, c'est un jeu, un peu jeu style soccer, où tu as un ballon, mais c'est des véhicules qui vont frapper dans le ballon pour pouvoir aller compter un but dans le but adverse. Le reste, on imagine un peu un jeu de soccer. League of Legends, c'est un jeu où c'est 2 équipes, où l'équipe doit aller détruire la base ennemie. Exactement, mais là-dedans, il y a des monstres qui sont un peu parsemés, qui sont ni dans une équipe ni dans l'autre. Mais qui nuisent. Nuisent ou qui aident. Ça dépend comment on s'en sert. Évidemment, il y a une stratégie derrière tout ça, mais la base reste que c'est 2 équipes, il faut aller détruire mettons, la forteresse mère de l'autre équipe. Puis Valorant, c'est un shooter, donc c'est un jeu de fusil. Puis le but, ben là, il y a différents types de compétitions, mais le but c'est de soit, ben il y en a un, c'est... éliminer l'adversaire. Il faut éliminer l'adversaire, mais tu sais, il faut installer une bombe, puis là, il y en a un qui protège la bombe, l'autre. Exactement. On pourrait dire une espèce de Bigfoot, là, mais... Version grandeur. Est-ce que vous savez l'âge moyen? Dans le sens, c'est quoi votre objectif? C'est un jeune de 12 ans ou il y en a des 30 ans, des 40 ans? Il y en a tous les âges. Tous les âges. 12 ans, ils vont être là, 30 ans vont être là, puis 40 ans vont être là. Puis j'en ai 50 ans jusqu'à là. Oui. Il y a des grands-enfants de 50 ans. Il y a tout plein de grands-enfants, puis on a des jeux aussi pour les grands-enfants. C'est quoi tu veux dire? On a des simulateurs de course qui vont être sur place et d'avions. OK. On parle de simulateurs 30 000 $ la copie. OK. Donc, que t'embarques dans le ciel. C'est un professionnel, tout bouge. Le volant, la cabane. 4-5 écrans. Oui, 3 écrans incurvés, donc on a vraiment une immersion, on a une suspension, donc quand tu bouges sous genre, c'est bien. Exactement, puis on a une... Ça vient de vous, c'est vous autres qui avez monté ça? C'est nos produits. On a une division qui s'appelle Henry Simulation. Moi, je vois ça, c'est quoi? C'est notre division simulation, fait qu'on va emmener évidemment 3 copies, un simulateur F1, un simulateur GT, puis un simulateur d'avion. Faites-vous de la réalité virtuelle aussi qu'on va voir? On peut le faire en simulation, sauf que c'est un peu plus difficile à gérer au niveau de le monde qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Mais, Jeff, tu avais eu une idée pour le VR? Pour le VR, dans le fond, ils vont faire une compétition qui s'appelle Beat Saber, qui est un des gros jeux de l'heure pour ce qui est la VR. On va faire sur le stage sur écran géant. C'est un jeu de combat laser. Et là, tu me parles d'écran géant, c'est pas un petit Dinopo, ça? Non, on parle d'un écran de 12 pieds de large par 6 pieds de haut. La résolution va être bonne? Oui, ça va être en HD. Je pose la question, là. Oui, on parle de 1080p facilement, on peut se rendre jusqu'à 4K. OK. Très facilement. Dans le fond, c'est la force du projecteur qui fait toute la différence. OK. Donc, ça va être une grosse journée. Là. Ça commence le 21, c'est un samedi. Oui, samedi midi et dimanche midi. Dimanche midi. Vous commencez déjà à faire des provisions d'énergie? Oui, il faudrait. Oui, parce que je ne peux pas dire, parce que 24 heures, c'est beau à voir, mais on est sous l'adrénaline, mais il faut quand même. Mais ça se fait bien, parce qu'on a fait plusieurs autres événements par le passé à Québec avec l'équipe du JDL.
On fait l'ETS à Montréal. C'est toutes des runnings de fin de semaine qu'on sait que du vendredi au dimanche, la nuit va être très courte. Oui. Les nuits vont être très courtes. Il n'y a pas de blonde, pas d'enfant, pas rien. Ils sont veufs pendant la fin de semaine. Ils sont veufs pendant... Tous les veufs, nous autres, sont célibataires. C'est ça, qu'on laisse sa coche. En tout cas, on invite tout le monde. Oui. Il y a un prix d'entrée, c'est ça que je comprends? Oui, on parle de 40$ le joueur pour la personne qui vient jouer. On a 2 types de billets. Vous voulez jouer, c'est 40$, vous emmenez votre équipement, ordinateur, écran, barre de surtension, bref, clavier souris, ce que ça prend pour jouer. Au moins, mais je tiens à le préciser parce qu'il y en a énormément de monde qui les oublie. Énormément. À chaque événement qu'on fait, on en vend plein parce que le monde n'y va comme « Ah, j'ai oublié mon clavier! » Ouais, ça va pas. Ça va pas bien. C'est ça. Ensuite de ça, on a comme je disais, on organise aussi un meet-up, c'est dans le langage. Où ce que le monde va venir voir leur streamer préféré, voir leur ami. Des fois, ils viennent de loin, fait qu'ils ont moins de temps pour jouer. Donc, c'est 15$ l'entrée. Tout l'argent s'en va aux 2 fondations. OK, félicitations. C'est une très, très belle initiative. Je pense que ça va rejoindre beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui... Oui, ça permet aux jeunes qui, des fois, sont durs à sortir de chez eux. Oui. Tu sais, de pouvoir renouer le contact physique. Il y en a que c'est comme, moi jouer, ils ne sortent pas de chez eux, ils ne voient pas le soleil souvent. Là, c'est sort de chez soi, viens voir le monde. C'est socialise. Socialise, c'est ça. C'est un beau prétexte pour faire ça. Tant qu'à le faire, le faire profiter à des organismes, c'est ça qui est l'idéal. On redonne aux autres. C'est bien. Puis par la suite, avez-vous d'autres événements qui s'en viennent plus tard? Ou pour l'instant, c'est celui en janvier? On se passe en janvier. Il y a l'ETS qui s'en vient plus tard après. L'ETS, c'est l'École de technologie supérieure. Montréal, lui, c'est un autre land de 1500 joueurs. Le même principe, on est là-bas sur place avec notre kiosque. C'est le plus gros au Canada. C'est ça. OK. Puis plus tard dans l'année, on a le JDL à Québec qui est le même principe, levée de fonds avec des joueurs. Ah, ben c'est bien. On s'implique beaucoup dans le monde du gaming au Québec. Bon, ben félicitations. Merci. On vous laisse aller, puis on va vous suivre cette fin de semaine-là. On va s'arranger pour aller vous voir. Venez faire votre tour. Vous êtes bienvenus. Merci. Bye-bye. Je suis en compagnie de M. Charles Millard, qui est le nouveau président pour le Festival de la Naudière, mais ça, c'est votre côté bénévolat. Votre côté aussi, vous êtes le directeur général des chambres de commerce, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est bien ça? Voilà, PDG de la FCCQ, c'est ça, depuis 3 ans. C'est ça. Donc, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue-là. On a su que donc vous êtes le nouveau président du conseil d'administration du Festival de la Naudière. En premier lieu, qu'est-ce que j'aimerais savoir de votre part? Qu'est-ce qui vous a amené à aller au conseil d'administration d'un festival, d'un OBNL, qui est premièrement dans la région de la Naudière? Premièrement, c'est une belle région, là, on vient d'ici. Mais c'était quoi votre première motivation, votre première incitation de vouloir s'impliquer dans un organisme tel que le festival? Là? Parce qu'il faut s'entendre que c'est quand même une activité, un organisme qui fait des événements assez nichés. Et c'était quoi votre premier but dans cette organisation-là? Merci beaucoup pour l'invitation de m'entretenir avec vous. Premièrement, je vous dirais que ma première implication au festival, c'était d'être un festivalier. Donc vraiment, je fréquente le Festival de la Naudière depuis, je vous dirais, 10 ans. Alors, depuis 10 ans, je fais la navette pour aller voir les différents concerts à Joliette. Alors, je me suis joint au conseil d'administration il y a déjà plus d'1 an. Et à ce moment-là, donc, on m'a proposé dans les dernières semaines de devenir président du conseil. J'ai quand même une expérience, je dirais, de plusieurs années dans les conseils d'administration du milieu culturel. Donc, bien que je sois issu du milieu des affaires, je pense que c'est important que la communauté d'affaires s'implique dans le secteur culturel. Et les belles trouvailles culturelles ne sont pas seulement à Montréal et à Québec, sont beaucoup aussi dans nos régions. Donc moi, je suis très fier de pouvoir m'associer à la région de la Naudière. Puis ça fait partie aussi du mandat de la Fédération des chambres de commerce de contribuer au développement économique de nos régions, alors aussi bien le faire à titre bénévole aussi au festival. Ça me surprend, je vais vous dire, parce que oui, j'ai lu un petit peu les communiqués, mais je pense que qu'est-ce qui vous a rejoint avec le festival? Parce que c'est de la musique classique, ça peut être ardu. Vous êtes jeune, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Un festival comme la Naudière tente de rejoindre justement la population plus jeune, de renouveler son auditoire, mais venant d'un jeune, justement, de dire « Je suis intéressé à la musique classique depuis 10 ans », au festival,
C'est quoi qui vous a amené là? Vous étiez un musicien? Vous étiez quelqu'un? Ou c'était la découverte? C'est quoi qui vous a amené à venir au festival? J'ai fait du piano et du trombone pendant quelques années, mais la musique classique, pour moi, c'est une musique qui parle à tout le monde. Alors, on a peut-être, je vous dirais, au niveau marketing, une image à changer, mais moi, j'ai beaucoup d'amis aussi dans la trentaine, la quarantaine, même la vingtaine, qui aiment beaucoup la musique classique. Alors, le festival s'adresse vraiment à tout le monde, et ce qui est magique au festival, c'est que on amène les plus grands talents de chez nous, oui, mais aussi de l'international à Joliette, dans la Nodière, à l'amphithéâtre Lindsay, mais aussi dans les différentes églises aussi de la région, puis aussi maintenant dans des lieux plus inusités, entre autres dans le secteur agro-touristique. On fait des choses de plus en plus, je vous dirais, qui sortent de la boîte. Alors moi, j'ai la prétention et l'ambition que le festival parle à tout le monde, de 7 à 77 ans, comme on disait pour Tintin. Okay. Donc, votre implication a commencé il y a environ 1 an au niveau du conseil d'administration. Vous allez me dire c'est un très beau conseil. Là. Je ne pense pas que ça soit du fait de vous auriez des reproches à faire parce que vous êtes encore plus impliqué. Mais votre première impression, justement, quand vous êtes rentré dans ce conseil-là, quand vous avez rencontré Arnaud, puis pas Arnaud, Renaud, excuse-moi, puis je cherche M. Roy, là, je cherche son prénom, excuse-moi. Pardon? Xavier, c'est ça. Les deux jeunes, maintenant, qui prenaient la barre du festival en tant qu'on pourrait dire au niveau exécutif, au niveau vraiment de la programmation. Est-ce que c'était une belle découverte pour vous d'avoir ces jeunes-là qui veulent faire progresser le festival? Et est-ce que c'est ça qui vous avait amené à aller au conseil? Bien, premièrement, sur la question du conseil, effectivement, je pense qu'on a un conseil d'administration qui est très enviable. J'en ai fait beaucoup dans le milieu culturel. Premièrement, on a une parité homme-femme, je trouve ça important de le mentionner. On a beaucoup de gens aussi qui viennent de la région. Je pense à Pierre Lambert. Il y a plusieurs membres, notre secrétaire trésorière aussi. Caroline Tuat aussi qui est là. Mais on a aussi des gens de l'extérieur. C'est important parce qu'on veut que le festival rayonne à l'extérieur de la Nodière aussi. On veut amener les gens à la Nodière. Alors, ça nous prend des gens d'ailleurs aussi qui ont des réseaux qui font que les gens vont venir tenter l'expérience à la Nodière. Alors, on a des gens aussi de TV5 qui sont sur le conseil d'administration, de Desjardins, d'Hydro-Québec. Donc, vraiment, on a un conseil là, qui se renouvelle de très belle façon. Puis sur nos dirigeants, ben écoutez, encore une fois, dans le milieu culturel, Xavier et Renaud ont une excellente réputation. Les gens ne savent peut-être pas, mais Renaud Loranger, donc notre directeur artistique, est certainement un des Québécois qui a le meilleur réseau international, le meilleur carnet d'adresses partout dans le monde pour parler aux grands artistes. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette qualité-là. Et Xavier a un parcours exemplaire aussi dans le milieu de la musique, était à l'Opéra de Montréal, a fait des études aussi au Royaume-Uni. Donc vraiment, là, c'est de très haute tenue. Puis moi, ça a contribué à mon intérêt aussi à participer aux activités du festival. OK. Je vais vous ramener un petit peu, vous disiez, l'amalgame économique, les entreprises versus le culturel. Pour vous, c'est vraiment quelque chose maintenant qui doit être, comment je peux dire ça, qui doit aller main dans la main. Est-ce que justement la participation des entreprises, d'avoir des belles commandites, d'avoir des belles philanthropies, c'est quelque chose qui va motiver encore votre présidence et qui va essayer d'amener le festival encore sur d'autres, je peux dire d'autres cieux dans un certain sens, là? C'est critique que la communauté d'affaires s'implique dans le développement culturel régional. Ça a toujours été. J'ajoute à ça maintenant qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le besoin de développer nos régions, avoir une offre culturelle intéressante, ça fait partie, mais aussi des critères de sélection, d'aller vivre dans une région versus dans une autre. Alors là, on manque de monde partout dans nos commerces, dans nos industries. Et pour que les gens choisissent notre région, donc choisissent, exemple, la Nodière dans le cadre ici, ben ça prend des emplois, ça prend des services de garde, ça prend des logements, ça prend du transport routier, mais ça prend aussi une offre socio-culturelle intéressante. Alors, je regarde les différents pôles qu'on a dans la Nodière. Il y a plusieurs entreprises, mais je pense au Musée d'art de Joliette, je pense au Centre culturel des Jardins, je pense au festival. Ça crée un engouement, puis ça fait que la région ressort par rapport à d'autres sur l'offre de services culturels. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. En plus, du côté philanthropique, moi, je pense que je
penser que la communauté d'affaires a un devoir de soutenir, oui, des causes en santé et pour vaincre les différentes maladies, mais aussi au niveau culturel. Pour moi, c'est essentiel. Puis l'engagement que j'ai dans le secteur culturel, c'est pour ça. Donc, je ne suis pas un acteur ou un musicien manqué, là. J'ai vraiment juste l'ambition d'aider le secteur culturel à avoir un plus grand rayonnement. Donc, ce que je comprends, c'est que vous voulez apporter votre présence, votre prestance avec une nouvelle vision justement du festival et aider encore à amener le festival à d'autres niveaux. À ce niveau-là, ben, je sais que justement, comme vous dites, Xavier et Renaud vont sûrement nous parler du projet de la maison là, qui va être possiblement terminé en 2023. Mais je pense que ça va être une des réalisations que vous allez avoir sur votre présidence qui va être importante. Là. Je ne sais pas comment vont les travaux, là. Je sais qu'on entend un petit peu moins parler, mais je pense que c'est encore là une façon d'ancrer la culture dans la Naudière et d'ancrer le festival avec ce projet-là là, de maison permanente qui va avoir à Joliette. Donc, de faire vivre le festival un peu à l'année longue aussi via ce projet immobilier-là. Donc, oui, de revenir avec une offre après la pandémie, c'est un des points qui est important. D'améliorer l'expérience aussi de fréquentation de la région. Donc, oui, il y a le concert, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avant et après aussi le concert. Donc, on veut améliorer cette expérience-là. Puis, le projet de la maison de la musique, comme vous le mentionnez. Alors, on ne chômera pas là, dans la prochaine année au festival. OK. Est-ce qu'en principe, c'est un mandat d'1 an où vous avez négocié de dire, moi, je m'implique, mais il faut que ça fasse quand même 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'on amène des projets à terme? Parce que changer de direction... Oui, je pense que l'engagement des membres du CA est sur plusieurs années. En théorie, on doit toujours renouveler dans nos statuts et règlements les administrateurs à chaque année, mais on est là pour un bon petit bout de temps. C'est ça l'objectif. OK. À part le projet justement de la maison que vous avez dans le centre-ville, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous parler, que vous savez qui s'en vient? La programmation, j'imagine, la programmation, vous allez vous impliquer un petit peu, vous laissez aller Renaud et Xavier, là, 2 professionnels dans ça qui font des miracles, là, je vous dirais, avec la programmation. Mais sûrement que le président va avoir des petits coups de cœur ou des petites choses qui dit « Ah, j'aimerais ça, peut-être avoir ça » ou faire des petites suggestions, là, si au fil des années, vous avez peut-être des petites demandes que vous pourriez avoir au niveau de la programmation. C'est intéressant que vous mentionniez ça parce que justement, pas du tout. Je pense que c'est pas le rôle du conseil d'administration de se mêler de la programmation. Nous, c'est d'assurer la pérennité d'organisation, la santé financière, la bonne gouvernance. On a des experts en programmation, des gens qui mais même comme mélomane, même comme spectateur, auditeur, vous dites pas « Ah, ça serait le fun, j'ai vu ça » ou j'aimerais, ça serait une bonne idée, ou suggérer des amalgames. Je parle comme tantôt que vous parliez de la programmation agrotouriste là, qui était vraiment passionnante cet été. Sûrement qu'au conseil, des fois, vous devez avoir des petits flashs ou des petites idées à donner à vos exécutants. Là. Non. La réponse est non. C'est un métier programmer un festival. Oui. Et on peut pas s'improviser un programmateur. Puis moi, je vous dirais que même mon oreille musicale, je l'ai développée en fréquentant des festivals ou des différents concerts à Montréal ou partout. Puis aller dans un concert, puis ça, c'est peut-être intéressant pour les auditeurs, aller dans un concert, entendre des œuvres qu'on ne connaît pas, c'est exceptionnel. Alors oui, il y a toujours la 5e de Beethoven, il y a toujours des grandes œuvres que ça fait plaisir à entendre parce qu'on les connaît, mais quand on arrive avec une curiosité, on développe des nouveaux goûts. Alors, c'est comme quand on va au restaurant, on essaie des nouvelles choses, finalement, ça devient notre plat préféré. Mais c'est la même chose aussi en musique. Il faut se laisser porter aussi par ce que le festival a à offrir. Moi, souvent, je me fais toujours un devoir d'aller au moins à un concert où je connais aucune des œuvres. Je pense que ça m'a développé l'oreille, puis j'invite les gens à faire ça bien humblement. Donc, on peut présumer qu'on va vous voir régulièrement l'été prochain à Joliette au festival, en tant qu'auditeur et en tant que président. Puis on va vous souhaiter, je pense, une belle carrière, une belle longévité avec le festival, dans les prochaines années et tout. Bien, merci pour votre temps, puis on se donne rendez-vous à partir du 7 juillet pour la prochaine édition. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Millard. Merci.